Elle a offert un abri à un inconnu en pleine inondation, sans imaginer qu'il était un PDG millionnaire. Sa vie a changé à jamais. Les bourrasques s'étaient enlevées peu avant 21 heures. Le ciel, d'un gris métallique, pesait sur les collines verdoyantes du village de Saint-Romain-le-Vieux, aux abords de Lyon. Camille, 34 ans, terminait de fermer les volets de sa petite maison en pierre quand la pluie s'abattit avec une violence peu commune. En quelques minutes, les ruelles se transformèrent en rivières improvisées, charriant des feuilles, de la boue et de minuscules objets arrachés au jardin. Elle s'activait dans la cuisine, remplissant des bassines sous les fuites du toit, quand un bruit sourd retentit à l'arrière de la maison. En sortant sur le perron, elle fut saisie par la vue d'un torrent d'eau dévalant la pente derrière chez elle, menaçant d'envahir le rez-de-chaussée. Sans hésiter, elle courut jusqu'au cabanon pour récupérer des sacs de sable qu'elle avait empilés l'été dernier par précaution. Elle en plaça plusieurs contre la porte, les bras tremblants de froid et de fatigue. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, un mouvement attira son attention près de la haie. Quelqu'un ou quelque chose bougeait dans l'obscurité, sous la pluie battante. Une silhouette se traînait lentement sur le chemin inondé. Camille s'avança prudemment, le cœur battant. À mesure qu'elle approchait, la silhouette se précisait. C'était un homme trempé jusqu'aux os, les vêtements couverts de boue, le regard vide et désorienté. « Monsieur, vous allez bien ?» Pas de réponse. Il vacilla sur ses jambes et Camille se précipita pour le soutenir avant qu'il ne tombe. Il était glacé, grelottant, incapable de former une phrase cohérente. Sans réfléchir davantage, elle le fit entrer dans la maison, refermant la porte derrière eux. Dans le salon éclairé par une lampe d'appoint, elle l'aida à retirer son manteau détrempé. Il n'avait ni sac, ni téléphone, ni papier visible. Il s'assit en silence sur le vieux canapé, fixant le vide comme s'il venait de traverser un monde qu'elle ne pourrait jamais comprendre. « Je vais vous chercher une serviette. Vous êtes blessé ?» Il secoua doucement la tête, toujours muet. Après lui avoir apporté de quoi se sécher et une couverture, Camille mit de l'eau à bouillir et prépara une infusion chaude. Elle l'observait du coin de l'œil, intriguée par son apparence. Il n'avait rien d'un vagabond. Ses chaussures, bien que couvertes de boue, étaient de marque, et sa montre semblait valoir une petite fortune. Son visage, bien que fatigué, portait les traces d'une vie soignée presque aisée. Lorsqu'elle revint avec la tasse fumante, il la regarda enfin. Ses yeux, d'un vert étrange, portaient une profondeur inhabituelle. « Merci. Je m'appelle Julien, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Camille. Vous venez d'où? Vous étiez sur la route pendant la tempête. J'ai eu un accident. Je me suis perdu. Plus de téléphone. Je ne savais pas où aller. » Elle ne posa pas plus de questions. Elle sentait qu'il mentait, ou du moins qu'il taisait l'essentiel. Mais quelque chose dans son attitude n'appelait pas la méfiance. Au contraire, une sorte de calme inattendu s'installait entre eux, comme s'ils partageaient un secret invisible. Les heures suivantes furent silencieuses. Camille installa Julien dans la chambre d'amis, lui laissant des vêtements de son frère qu'elle gardait dans un carton. Dehors, la tempête faisait encore rage, mais à l'intérieur, une bulle étrange s'était formée, fragile, suspendue, inexplicable. Avant d'aller se coucher, Camille jeta un dernier regard vers la pièce où dormait Julien. Une question tournait dans sa tête. Que faisait un homme comme lui, seul, perdu et sans repère, dans un village oublié du monde, en pleine nuit de tempête? Et pourquoi, malgré les incohérences, avait-elle eu l'instinct de lui faire confiance? Elle éteignit la lumière, sans savoir que cette nuit allait redéfinir les contours de sa vie entière. Le matin s'était levé sur un paysage détrempé. Les ruelles de Saint-Romain-le-Vieux portaient les stigmates de la nuit de chaos. Branches arrachées, flaques profondes, volets battants et silence inhabituel. Camille, les yeux encore lourds de sommeil, descendit dans la cuisine. Le café fumait sur la table, mais ses pensées restaient ailleurs. L'homme qu'elle avait recueilli dormait encore, du moins le supposait-elle. Elle n'avait entendu aucun bruit venant de la chambre d'amis. Vers 8h30, alors qu'elle balayait la boue séchée de l'entrée, il apparut. Julien, rasé de près, vêtu d'un pantalon de coton et d'un pull trop grand. Les vêtements de son frère lui donnaient un air plus simple, plus vulnérable, mais il restait dans son attitude quelque chose d'incongru. Il remercia Camille d'un hochement de tête et accepta un bol de café sans un mot.
Elle attendit un moment, espérant qu'il engagerait la conversation, qu'il dirait enfin quelque chose de cohérent, une explication, même floue. Mais il restait silencieux, les yeux fixés sur la tasse entre ses mains. « Vous comptez appeler quelqu'un ?» demanda-t-elle finalement d'un ton neutre. « Je n'ai pas envie, pas encore, répondit-il après un temps. Je dois réfléchir. » Ce n'était pas une réponse. Et pourtant, Camille n'insista pas. Il y avait dans sa voix quelque chose de cassé, un ton que seules les personnes ayant traversé une tempête intérieure pouvaient reproduire. Elle le connaissait trop bien, ce ton. Elle l'avait entendu chez tant de personnes qu'elle avait aidées dans son travail d'assistante sociale. Les heures passèrent lentement. Julien proposa de l'aider à nettoyer le jardin. Il se montra efficace, précis, presque méthodique dans sa manière de déplacer les débris, d'évaluer les dégâts. Camille remarqua ses gestes sûrs, sa capacité à analyser une situation sans panique. Il n'avait rien d'un homme perdu ou dépassé par les événements. « Vous avez travaillé dans la construction ?» risqua-t-elle en l'observant inspecter. Un mur de soutènement. Il esquissa un sourire. « Non, pas exactement. Disons que je m'y connais un peu. Juste par intérêt personnel. » Encore une esquive. Mais cette fois, Camille ne laissa pas passer. « Et cet accident d'hier, vous n'en avez toujours pas parlé ?» Il s'arrêta, planta son regard dans le sien et haussa doucement les épaules. « Il vaut mieux que je ne dise rien pour le moment. Pas parce que je vous cache quelque chose, juste parce que je ne suis pas prêt. » Elle le fixa longuement. Il semblait sincère. Et pourtant, une part d'elle restait sur ses gardes. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette volonté de disparaître? Le lendemain, elle le vit assis sur le banc en pierre, face au jardin, les yeux perdus dans le lointain. Il semblait observer quelque chose que seul lui pouvait voir. Camille s'assit, à côté, sans parler. Le vent frais du matin leur soufflait au visage. « Vous savez, dit-elle doucement, je ne suis pas du genre à m'immiscer dans la vie des gens, mais quand quelqu'un frappe à ma porte, même silencieusement, j'ai du mal à faire semblant que je ne l'ai pas vu. » Julien tourna la tête vers elle. Pour la première fois, il sourit avec sincérité. « Et moi, je ne pensais pas que quelqu'un comme vous existerait encore, quelqu'un qui ouvre sa porte, sans poser trop de questions. » Ils restèrent ainsi, un moment, dans un silence apaisant. Une tension étrange flottait entre eux, mais ce n'était pas de la méfiance. C'était une attente, une reconnaissance muette, comme si leur chemin, au lieu de s'être croisés par hasard, avait été subtilement guidé vers ce point précis. Camille retourna à ses dossiers dans l'après-midi, tandis que Julien restait dehors, réparant une clôture endommagée. Elle entendait ses pas réguliers, le bruit du bois qu'il clouait, et malgré elle, cela la rassurait. Comme si la présence de cet inconnu, aussi énigmatique soit-il, rééquilibrait quelque chose en elle. Le soir venu, ils partagèrent un dîner simple. Julien parla peu, mais l'écouta avec attention. Il semblait avide de ses récits sur les habitants du village, les enfants qu'elle aidait, les petites histoires de voisinage. Il ne se livrait pas, mais absorbait chaque mot qu'elle prononçait. Lorsqu'elle lui proposa de rester une nuit, de plus, il accepta sans protester. Et dans le regard qu'ils échangèrent en se souhaitant bonne nuit, il y avait cette sensation inexplicable, celle d'une connexion encore floue, mais déjà indéniable. Le troisième jour, le ciel se dégagea enfin. Des raies de lumière filtraient à travers les nuages, illuminant le paysage encore marqué par la tempête. Camille, en t-shirt et jean, s'attaquait au nettoyage de la cour, tandis que Julien balayait les feuilles mortes sur la terrasse. Il semblait s'être installé dans un rythme calme, presque naturel, comme s'il vivait là depuis toujours. Mais malgré cette apparente normalité, Camille restait troublée. Chaque petit détail qu'elle observait ne faisait que renforcer son impression. Julien n'était pas un homme ordinaire. Il travaillait avec une efficacité remarquable, savait manier les outils avec une précision rare, et anticipait chaque besoin logistique comme s'il avait dirigé des équipes entières toute sa vie. Au cours d'un déjeuner tardif, alors, qu'il mangeait en silence dans la véranda, Camille s'aventura à nouveau sur le terrain glissant des questions. « Vous avez toujours vécu en France ?» Julien hocha la tête. « Oui, à Paris, mais je suis venu souvent dans la région. » Elle nota que, cette fois, il répondait sans trop d'hésitation. « Vous travaillez dans quoi en temps normal ?» Il hésita une seconde. Une pause à peine perceptible, mais suffisante pour qu'elle la remarque. « Dans la technologie environnementale. »
concevait des solutions pour la gestion de l'eau, l'énergie propre, ce genre de choses. Vous étiez ingénieur? Il eut un petit rire sec. Pas exactement, disons que je dirigeais une équipe. Je gérais des projets, plutôt. Elle l'observa avec plus d'attention. Le ton de sa voix, le choix de ses mots, son attitude, tout indiquait un homme habitué à donner des ordres, à tenir les rênes. Pas quelqu'un qui gère des projets. Modestement, quelque chose ne collait pas. Et maintenant, vous ne gérez plus rien? Julien détourna le regard vers le jardin. Non, plus rien. Cette réponse sèche mit un terme à la conversation. Camille, frustrée, décida de ne pas insister. Mais ses soupçons grandissaient. Il ne ressemblait pas à un simple technicien, ni à un promeneur égaré. Il y avait dans son silence quelque chose de stratégique, comme s'il protégeait bien plus que son intimité. Dans l'après-midi, alors qu'il réparait une lampe extérieure, son téléphone vibra soudainement sur la table. Camille, occupée à trier du linge, jeta un œil distrait sur l'écran. Un nom s'afficha, inconnu, mais ce qui attira vraiment son attention fut la manière dont Julien bondit pour décrocher avant de rejeter l'appel immédiatement. Puis, sans un mot, il éteignit l'appareil et le glissa dans sa poche. « Un problème » demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Non, rien d'important. » Il se détourna aussitôt, mais elle savait qu'il mentait. Ce n'était pas une simple précaution, c'était de la peur. Et pour la première fois, elle sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait laissé entrer chez elle? Et de quoi, ou de qui, fuyait-il? Exactement. Le soir venu, Camille resta longtemps éveillée, assise sur le canapé, un livre ouvert qu'elle ne lisait pas vraiment. Julien, de son côté, semblait dormir. Mais à travers la cloison, elle entendit des bruits discrets, des pas, une respiration trop régulière pour être celle d'un homme profondément endormi. Elle se leva doucement, traversa le couloir et s'arrêta devant la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Julien était assis sur le lit, le regard perdu, les mains jointes. Il ne bougeait pas. Il ne semblait pas l'avoir remarqué. Camille se retira sans bruit. Ce qu'elle venait de voir ne lui faisait pas peur. Au contraire, il lui apparaissait soudain comme un homme en ruine, tenant debout par un dernier fil de volonté. Mais cela ne suffisait pas à effacer les questions. Pourquoi ce besoin de fuir? Pourquoi ce silence méthodique? Le lendemain, en nettoyant le débarras, elle tomba sur une vieille radio portative à pile. Elle la plaça sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et l'alluma, curieuse de capter les nouvelles. Julien, assis non loin, ne prêta pas attention au début, jusqu'au moment où un flash spécial interrompit la programmation musicale. Disparition inquiétante. Julien Gauthier, fondateur et PDG de la société Greencore, n'a toujours pas donné signe de vie depuis la nuit de la tempête. Le dernier signal GPS de son véhicule a été localisé à proximité de la région de Lyon. Le sang de Camille se figea. Elle leva les yeux vers lui, mais il avait déjà quitté la pièce. Le silence dans la maison devenait assourdissant. Camille restait figée dans la cuisine, le regard perdu dans le vide. Le nom avait été prononcé clairement, Julien Gauthier, PDG de Greencore, l'homme qu'elle hébergeait depuis 3 jours sous son propre toit. Il n'y avait plus de doute possible. Ce n'était pas une coïncidence ni un simple malentendu. L'homme qui prétendait fuir une tempête fuyait en réalité quelque chose de bien plus vaste. Elle éteignit la radio d'un geste brusque et resta là, les mains posées à plat sur la table, respirant lentement pour contenir le flot de pensées qui l'assaillait. Elle ne savait pas ce qui la troublait le plus, la révélation elle-même ou le fait qu'elle s'était laissée duper si facilement. Il n'était pas seulement cultivé ou raffiné, il était riche, influent et en fuite. Décidée à affronter la vérité, elle se dirigea vers la chambre. La porte était entrebâillée, mais Julien n'y était pas. Le lit était défait, les couvertures rejetées négligemment. Elle descendit les escaliers et sortit par l'arrière, où elle le trouva assis sur la vieille marche de pierre, le dos courbé, les mains croisées. Il savait. Il avait entendu. « C'est vous », murmura-t-elle d'une voix ferme. « Julien Gauthier, celui dont tout le monde parle à la radio. » Il ne bougea pas. Puis, lentement, il hocha la tête. « Oui, c'est moi. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel mot. Camille croisa les bras, se tenant droite malgré la tempête intérieure qui l'agitait. « Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi ce jeu? Je vous ai ouvert ma porte, je vous ai fait confiance.
Je n'ai jamais joué, Camille. J'ai fui. J'avais besoin de disparaître, au moins un temps. Disparaître? Vous êtes le PDG d'une des plus grandes entreprises d'Europe. On ne disparaît pas comme ça. Vous avez conscience de ce que vous m'avez mis à faire? Il leva enfin les yeux vers elle. Il avait l'air épuisé, mais pas défensif. Je ne voulais impliquer personne. Mais cette nuit-là, j'ai paniqué. La tempête, la voiture bloquée. Je me suis retrouvé à marcher sans savoir où j'allais, et puis j'ai vu votre maison. La lumière. C'était comme un phare. Je ne savais pas que vous m'ouvririez. Mais vous l'avez fait. Camille détourna les yeux, partagés entre colère et confusion. Elle n'arrivait pas à le haïr, mais la trahison piquait. Vous savez ce que disent les infos? Que vous êtes porté disparu, que vous avez fui un scandale. Quel genre de scandale? Julien resta muet quelques secondes. Un conflit interne. Quelqu'un dans l'entreprise, un ancien associé. Il a voulu me faire tomber. J'ai découvert des manipulations, des chiffres truqués, et j'ai voulu alerter. Mais avant que je ne le fasse, tout a explosé. Des données ont été fuitées, des documents sortis de leur contexte. On a commencé à m'accuser à mon tour. Alors j'ai coupé les ponts. Je savais que je devais réfléchir, loin du tumulte. Et au lieu d'assumer, vous avez couru vous enterrer dans un village que personne ne connaît? C'était lâche peut-être. Mais je ne suis pas un criminel, j'ai juste perdu le contrôle. Elle le regarda longuement, essayant de percevoir dans ses yeux la moindre trace de manipulation. Mais ce qu'elle vit, c'était une forme de désespoir sincère. Il ne cherchait pas à se dérober. Il était simplement à bout. Pourquoi ne pas vous être présenté sous votre vrai nom dès le début? Parce que je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Et puis, j'avais honte. Camille soupira, sentant la tension retomber malgré elle. Elle n'avait jamais côtoyé ce genre d'homme, puissant, tombé en disgrâce, perdu entre deux mondes. Mais quelque chose en Julien lui rappelait les jeunes en rupture qu'elle accompagnait parfois. Des êtres pleins de potentiel, mais dévastés par une erreur ou une série de choix malheureux. Très bien, vous êtes Julien Gauthier. Maintenant, que comptez-vous faire? Continuer à vous cacher dans ma maison? Il se leva lentement. Non, je partirai ce soir, si vous le souhaitez. Je n'ai jamais voulu être un poids pour vous. Elle sentit une pointe de regret à cette réponse. Elle ne voulait pas qu'il parte, pas comme ça, pas dans cette tension. Non, vous resterez encore. Mais je veux que vous soyez honnête à partir de maintenant. Pas de secret, pas de fuite. Si vous êtes dans quelque chose de dangereux, je dois le savoir. Julien la regarda avec une gratitude visible. D'accord, je vous le promets. Ce fut un moment suspendu. Deux inconnus liés par un secret devenu trop grand pour être ignoré. Camille sentit, malgré la peur, que quelque chose venait de changer. Non seulement dans leur relation, mais dans la trajectoire même de leur vie. Les jours suivants se déroulèrent sous une tension discrète, mais constante. Camille, fidèle à sa promesse, laissa Julien rester. Mais les règles avaient changé. Le silence paisible des débuts s'était transformé en prudence. Elle ne le surveillait pas, mais elle observait chaque geste, chaque mot, à la recherche d'indices sur ce qu'il cachait encore. Julien, lui, semblait apaisé depuis qu'il avait avoué son identité. Il ne parlait pas beaucoup, mais il agissait avec plus de clarté. Il préparait les repas, réparait encore des choses dans la maison, passait des heures à marcher seul dans les bois voisins, comme s'il reconstruisait une version de lui-même, loin des murs de verre et des couloirs des conseils d'administration. Une nuit, Camille fut réveillée par un bruit étouffé. Elle descendit, trouva Julien assis dans le salon, devant l'ordinateur qu'elle utilisait rarement. Il avait inséré une clé USB et consultait des fichiers à la lueur de l'écran. « Je peux savoir ce que vous cherchez ?» demanda-t-elle sans hausser la voix. Julien sursauta légèrement, puis lui montra l'écran. « Des anciens documents de projet, je devais les récupérer. Ce sont des preuves que je n'ai jamais pu sortir de mon bureau, mais j'avais sauvegardé des copies cryptées. Et vous comptez faire quoi avec ça? Les publier? Pas encore. Je dois d'abord comprendre ce qu'ils ont trafiqué et qui a aidé à le faire. C'est plus gros que je ne le pensais, Camille. » Elle s'approcha, jeta un œil distrait sur les tableaux, les rapports financiers, les noms de partenaires. « Pourquoi venir ici alors? Vous auriez pu fuir ailleurs, dans un autre pays? » Parce que je ne voulais pas fuir, juste faire une pause. Ici, je pouvais penser, sans être traqué par des caméras ou des employés inquiets. Elle s'assit,
sur le fauteuil en face de lui, les bras croisés. Vous me demandez de garder le secret, mais vous ne me dites toujours pas tout. Est-ce que vous êtes poursuivi? Est-ce que la police vous cherche? Ou pire? Julien la fixa puis secoua lentement la tête. Pas encore. Officiellement, je suis porté disparu. Mais officieusement, certains veulent me faire disparaître, pour de bon. Si ces documents sortent, beaucoup de gens tomberont. Vous me mettez en danger, vous le savez. Je ne voulais pas. Et si vous me dites de partir ce soir, je partirai. Camille hésita. Elle connaissait cette peur, ce dilemme entre l'aide et la prudence. Elle en avait vu des dizaines de fois chez les familles qu'elle accompagnait, dans les centres, dans les foyers. Non, dit-elle finalement, je ne vais pas vous jeter dehors, mais à partir de maintenant, je veux savoir exactement ce que vous comptez faire. Julien referma l'ordinateur et hocha la tête. J'ai besoin de 3 jours encore. Après ça, je m'en vais, je vous le promets. Camille approuva d'un geste sans cacher son scepticisme. Puis elle remonta se coucher, le cœur agité. Le lendemain, alors qu'elle faisait ses courses, au village, un murmure inquiétant s'infiltra dans son quotidien. À la supérette, 2 voisins parlaient à voix basse d'un homme suspect aperçu dans la région. Un type en costume, pas d'ici, a posé des questions sur un certain Julien. Le nom la fit sursauter. Elle acheta en hâte ce dont elle avait besoin et sortit. À la boulangerie, la même rumeur. Un véhicule noir, des hommes bien habillés. On parlait d'enquêteurs privés, d'un possible drame familial. Les versions variaient, mais un fait restait. Quelqu'un cherchait Julien. Et cette personne n'avait rien à voir avec les autorités locales. De retour à la maison, elle trouva Julien dans le jardin en train de repeindre une vieille chaise. Elle s'approcha sans détour. « Il vous cherche. Des gens en costume avec une voiture noire. Ils posent des questions dans tout le village. » Julien se figea, pinceau suspendu. « Déjà, ce ne sont pas des journalistes, et je doute que ce soit la police. » Il se redressa, le regard sombre. « Ce sont probablement les hommes de Thomas Belland, mon ancien associé. Il a de l'argent, des connexions, et de bonnes raisons de me faire taire. Et vous avez toujours l'intention de rester ici? Je dois finir. Ensuite, je partirai. Je ne peux pas fuir indéfiniment, mais je ne partirai pas avant d'avoir compris tout ce qu'ils ont fait. » Camille sentit la colère remonter. Il était obstiné, presque suicidaire dans sa volonté de dévoiler la vérité. « Et moi dans tout ça? Ma maison, ma vie, mon travail? Vous pensez que je peux tout risquer pour un homme que je connais à peine ?» Julien la regarda, puis détourna les yeux. « Je ne vous demande rien. Je vous dois déjà plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Mais ces mots ne suffisaient plus. Camille entra dans la maison, claqua la porte et resta là, dos au mur, le souffle court. Elle l'avait accueilli par compassion. Elle le gardait par loyauté. Mais à présent, elle ne savait plus si c'était la peur ou quelque chose de plus profond qui la retenait. Le calme relatif qui s'était installé autour de la maison de Camille se brisa dès le lendemain matin. Le chant des oiseaux, timide après plusieurs jours de pluie, fut éclipsé par le ronronnement d'un moteur inconnu. Camille était dans la cuisine lorsqu'elle entendit le bruit distinct d'un véhicule ralentissant sur le gravier de la route principale, à quelques dizaines de mètres de là. Elle s'approcha de la fenêtre et vit au coin du chemin un véhicule noir aux vitres teintées s'immobiliser. 2 hommes en sortirent, tous 2 vêtus de costumes sombres, visiblement déplacés dans ce décor rural. Elle resta figée, observant la scène, le cœur battant. Ils n'avaient pas l'allure d'agents officiels, pas de plaque identifiable sur la voiture, pas de badge apparent, mais une façon méthodique de scruter les environs. Elle les vit s'adresser à un voisin plus âgé, lui tendre une photo puis hocher poliment la tête avant de repartir à pied en direction du village. Camille recula de la fenêtre, l'estomac noué. Elle savait ce que cela signifiait. Le cercle se resserrait. Julien, assis sur les marches du perron, terminait un café. Lorsqu'elle lui annonça ce qu'elle venait de voir, il ne sembla pas surpris. « Ils sont plus rapides que prévu, murmura-t-il. Je pensais avoir encore quelques jours. »« Ce sont des hommes à lui ?» demanda Camille. « Probablement. Thomas ne fait jamais les choses à moitié. Et s'il est certain que je suis vivant, il va tout faire pour me localiser. Si je réapparais avec des preuves, sa carrière, sa fortune, tout s'écroule. Il faut que vous partiez, Julien, maintenant. Ce n'est plus une supposition. Vous êtes suivi. » Il secoua la tête. « Si je pars maintenant sans finir de décrypter ce que j'ai trouvé, ce sera pour rien. Je ne pourrai jamais prouver ce qu'il a fait. Il faut que je tienne encore 48 heures. » Camille le regarda, déconcertée.
Il n'avait pas peur, ou plutôt il avait dépassé ce stade. Elle, en revanche, commençait à craindre non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. L'idée que sa maison soit fouillée, qu'on la surveille, qu'on la soupçonne, devenait de plus en plus plausible. Dans l'après-midi, alors qu'elle se rendait au petit marché du village, elle vit les deux hommes à nouveau. Cette fois, ils parlaient avec la boulangère, puis avec le propriétaire du café. Ils ne semblaient pas pressés, mais leur méthode était claire, cartographier chaque visage, chaque maison, jusqu'à trouver celui qu'ils cherchaient. Elle sentit une sueur froide lui couler dans le dos. De retour chez elle, elle ferma les volets, dissimula les effets personnels de Julien dans un vieux coffre et lui demanda de ne plus sortir. Il comprit sans protester. Le silence entre eux n'était plus fait de méfiance mais de tension contenue. Dans la soirée, un coup discret fut frappé à la porte. Camille sursauta. Elle s'approcha à pas feutrés, aperçue par le Judas, un jeune homme du village, Vincent, fils du facteur. « Camille, je voulais te prévenir, dit-il à voix basse. 2 types sont venus me voir. Ils ont montré une photo d'un gars. Je crois que c'est celui qui est chez toi. Je leur ai dit que je savais rien, mais fais gaffe, d'accord ?» Elle hocha la tête, émue par sa discrétion. « Merci, Vincent. Tu n'as rien vu ici, compris ?» Il sourit et repartit sans un mot de plus. De retour dans la maison, elle trouva Julien en train de tapoter sur son ordinateur, les yeux rivés à l'écran. Il levait parfois les yeux vers la fenêtre, guettant l'ombre d'un mouvement. L'atmosphère devenait irréelle, comme s'il vivait dans un huis clos, surveillé par une menace invisible, mais constante. « Il faut envisager une sortie, dit Camille, presque malgré elle. Une fuite bien organisée. Tu ne pourras pas rester ici éternellement, et moi non plus. Si ces hommes reviennent, ils finiront par forcer les portes, et s'ils pensent que je t'aide, je suis fichu. » Julien ferma doucement l'ordinateur, la regarda sans détour. « Je comprends. Mais je ne veux pas partir seul. Pas encore. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son instinct lui hurlait de couper les ponts, de se protéger. Mais son cœur lui avait déjà fléchi. Elle voyait dans les yeux de Julien non plus l'arrogance d'un patron déchu, mais la détermination d'un homme en quête de rédemption. Et cette volonté brute la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « On tiendra 48 heures, dit-elle finalement. Mais pas une de plus. » Il hocha la tête. Un accord silencieux venait d'être scellé entre eux. Un pacte fragile, bâti sur la loyauté, la peur et une confiance naissante que rien ne semblait pouvoir expliquer. La nuit était tombée sur Saint-Romain-le-Vieux, mais le sommeil refusait de gagner Camille. Elle restait allongée, les yeux grands ouverts, à écouter les bruits de la maison. Le craquement du bois sous les variations de température, le tic-tac régulier de l'horloge du salon, et plus loin le cliquetis discret du clavier sous les doigts de Julien, toujours en train de travailler sur ses documents cryptés. Le lendemain matin, elle n'alla pas à l'association. Elle n'aurait su comment justifier ses absences récentes, ni l'état de nervosité dans lequel elle se trouvait. Elle prépara du café, prit un carnet de notes, mais n'écrivit rien. Une angoisse sourde s'installait, différente de celle des jours précédents. Ce n'était plus la peur d'être découverte, mais celle de devoir prendre une décision irréversible. Julien semblait le sentir aussi. Il était moins concentré, plus silencieux. Il restait près d'elle, observait les alentours avec méfiance et lui posait de plus en plus de questions personnelles. Pas sur ses opinions ou son passé, mais sur ce qu'elle voulait faire de sa vie, ce qu'elle regrettait, ce qu'elle avait renoncé à devenir. Ces conversations s'installaient comme des bulles d'air au milieu d'un quotidien devenu oppressant. Un soir, alors qu'il dînait à la lumière tamisée, Julien posa ses couverts, la regarda longuement et dit « Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. Tu m'as donné plus que je ne méritais. Tu pourrais reprendre ta vie, faire comme si je n'étais jamais venu. » Camille le fixa, les doigts crispés sur son verre. « Et toi? Tu comptes simplement disparaître à nouveau? Te terrer dans une autre maison? Ou courir jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne de ton nom? Non, je veux faire quelque chose de réel. Pour de vrai. Pour une fois. » Elle haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu ici ce que je n'avais jamais vu à Paris. Des gens simples mais entiers. Des vies qu'on ignore. Des souffrances qu'aucune politique de RSE ne répare. Ce que j'ai bâti, Greencore, c'était censé avoir un impact. Et puis j'ai tout laissé se pervertir. Maintenant, je veux utiliser ce qu'il me reste pour réparer.
Mais pas dans les bureaux, pas dans les réunions, sur le terrain. Pour des gens comme toi, avec des gens comme toi. Camille sentit son cœur battre plus vite. Il y avait dans la voix de Julien une sincérité nouvelle, débarrassée de l'urgence ou du calcul. Il ne lui faisait pas une promesse, ni une proposition. Il partageait une vision. Et cela changeait tout. Le lendemain, elle reçut un appel de son employeur. Elle devait se présenter pour une explication. Son absence prolongée, les rumeurs au village et certaines irrégularités dans l'usage des ressources de l'association avaient éveillé des soupçons. Elle savait ce que cela signifiait. Elle était sur le point d'être suspendue, voire licenciée. Elle n'en parla pas tout de suite à Julien. Elle passa l'après-midi dans le jardin à arracher les mauvaises herbes, à déplacer les pots, à s'occuper de tout ce qui n'avait aucune importance, mais lui permettait de ne pas penser. Mais Julien, comme toujours, sentit le changement d'énergie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en la rejoignant près du puits. « Je crois que j'ai perdu mon travail. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla, à côté d'elle ramassa un outil de jardinage et resta silencieux. « À cause de moi ?» Elle hésita puis soupira. « Oui et non. J'ai pris des décisions. Je t'ai hébergé. J'ai menti. J'ai détourné un peu de matériel pour t'aider. Mais je referai tout. Je le referai même si je savais que ça me coûterait mon emploi. » Il la regarda, les yeux brillants d'émotion. « Tu ne devrais pas avoir à le faire seul. Tu ne devrais pas tout perdre pour quelqu'un comme moi. » Camille se releva, essuya ses mains terreuses sur son pantalon. « Alors prouve que tu en vaux la peine. Pas par des mots, par des actes. Tu veux faire quelque chose de réel? Commence ici. Commence maintenant. » Julien hocha la tête. Et cette nuit-là, pour la première fois, il ferma l'ordinateur, rangea les documents et s'assit. Avec elle, sans parler d'entreprise, de trahison ou de scandale. Ils parlèrent de forêt, de voyage, de ce qu'ils aimeraient construire. Pas pour se fuir, mais pour imaginer un après. Dans ce calme inattendu, une idée commença à germer. Ce qu'ils vivaient n'était pas un refuge, mais un point de départ. Et dans cette promesse informulée, Camille comprit qu'elle avait déjà fait son choix. Elle allait l'aider, jusqu'au bout. Le rendez-vous avec la direction de l'association se déroula dans une petite salle au fond du bâtiment administratif, dont les murs clairs et les stores à moitié baissés donnaient une impression de neutralité froide. Camille s'y rendit seule, sans prévenir Julien, laissant derrière elle la chaleur silencieuse de la maison pour affronter la rigidité bureaucratique qu'elle connaissait pourtant bien. Face à elle, la directrice, accompagnée d'un représentant du conseil de gestion, lui exposa les faits d'un ton sec mais sans hostilité. Ses absences répétées, son manque de communication et surtout l'utilisation de matériel de l'association pour une personne extérieure, un inconnu dont personne ne savait rien, était jugé grave. Il n'y eut pas de long débat. La décision était déjà prise. À compter d'aujourd'hui, nous suspendons vos fonctions. Une enquête interne déterminera s'il y aura des suites. Camille encaissa sans trembler. Elle ne chercha pas à se justifier. Elle savait que chaque mot risquait d'aggraver sa position. Elle hocha simplement la tête, remercia par politesse et sortit du bâtiment sans un regard en arrière. Dans la rue, le vent frais de fin d'après-midi la gifla doucement, comme pour lui rappeler que dehors, tout continuait sans elle. Elle ne rentra pas immédiatement. Elle marcha longuement dans les ruelles du village, saluant distraitement quelques visages familiers, refusant de s'attarder. Elle avait besoin de temps pour formuler ce qu'elle allait dire à Julien, ou peut-être pour ne rien dire du tout. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison, il faisait presque nuit. La lumière du salon était allumée. Julien était là, comme toujours penché sur des feuilles, relisant des dossiers, griffonnant des schémas. Lorsqu'il la vit entrer, il sourit doucement, mais son visage se figea en voyant le regard vide qu'elle portait. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle retira son manteau lentement, le suspendit et s'assit sans un mot sur le canapé. C'est fait, je suis suspendu, peut-être licencié. Julien resta debout, figé, incapable de masquer la culpabilité soudaine qui l'envahit. Camille, je suis désolé. Elle ferma les yeux quelques secondes, puis répondit « Je savais que ça finirait comme ça. Ce n'est pas une surprise. Ce qui me dérange, c'est d'avoir l'impression que tout ce que j'ai construit, tout ce que j'étais, s'est effondré sans bruit, comme si je n'avais jamais compté. » Julien s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Tu comptes.
Tu es la seule chose qui me tient encore debout. Si j'en suis là, c'est parce que tu m'as fait confiance. Je ne peux pas te laisser payer seul. Et que vas-tu faire? Tu ne peux pas réparer ça. Tu ne peux pas me rendre mon travail. » Il la regarda, les traits tirés, puis se releva, avec une résolution soudaine. « Peut-être pas, mais je peux faire autre chose. » Il se dirigea vers la pièce de travail, prit une mallette, y plaça les documents qu'il avait finalisés, puis alluma son téléphone. Camille le suivit, le cœur serré. « Qu'est-ce que tu fais? » ?»« J'appelle mon avocat. Je vais revenir. Affronter ce qu'il faut, ce n'est plus le moment de fuir. » Camille voulut l'arrêter, mais il leva la main. « Laisse-moi faire ça. Je dois redonner un sens à tout ça. Pour toi, pour moi, pour ceux qu'on pourrait encore aider. » L'appel dura quelques minutes. Julien parlait à voix basse, précise. Il fixait un rendez-vous, exigeait discrétion et protection. Lorsqu'il raccrocha, son visage avait changé. Il n'était plus un homme en fuite, mais un homme en marche. Il passa la nuit à finaliser ses préparatifs, fit plusieurs sauvegardes de ses données, envoya des messages codés à ses contacts restés fidèles. Camille resta auprès de lui, silencieuse, absorbant chaque geste, chaque décision. Elle sentait qu'une bascule s'opérait, et pourtant elle n'était pas certaine d'être prête à le voir partir. Au matin, Julien boucla son sac, vérifia les dossiers et s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Je reviendrai. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, ni dans quel état. Mais je reviendrai. Ce n'est pas la fin, c'est un recommencement. » Camille ne répondit pas. Elle se contenta de lui prendre la main et de la serrer fort une dernière fois. Lorsqu'il franchit le portail, elle sentit un vide immense s'installer. Pas de soulagement, pas de libération. Juste ce silence, désormais trop grand pour une maison seule. Mais elle savait que quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus simplement celle qui aidait. Elle était devenue actrice d'un changement qu'elle n'avait pas cherché, mais qu'elle n'était plus prête à abandonner. Les jours qui suivirent le départ de Julien furent marqués par une étrange suspension du temps. Camille restait dans la maison, désormais trop vaste, trop silencieuse. Elle ne retournait pas au village, évitait les regards, les conversations, les questions. Elle passait des heures à relire les rares messages que Julien lui avait laissés, à écouter en boucle le silence qu'il avait laissé derrière lui. Mais peu à peu, les nouvelles commencèrent à circuler. Discrètes d'abord, puis plus insistantes. Dans les journaux locaux, puis dans les grands quotidiens nationaux, le nom de Julien Gauthier réapparut. Mais cette fois, il n'était plus celui du PDG disparu. Il était devenu celui de l'homme revenu avec des preuves, des faits, des accusations précises. Il avait convoqué une conférence à huis clos dans un hôtel de Paris, entouré de juristes, de lanceurs d'alerte et d'experts indépendants. Il y avait exposé, point par point, le mécanisme de corruption mis en place au sein de Greencore, les détournements de fonds orchestrés par Thomas Belland, les complicités au sein du conseil d'administration et les falsifications qui avaient permis de détourner des millions d'euros de subventions environnementales. Les médias, d'abord prudents, s'étaient rapidement emparés de l'affaire. Le scandale, bien plus vaste qu'on ne l'imaginait, éclaboussait des personnalités politiques, des entreprises partenaires, des institutions financières. Julien, avec une sérénité inattendue, répondait aux interviews sans détour, sans détourner la responsabilité de ses propres erreurs. Camille suivait tout cela de loin, depuis l'écran de son vieux portable. Elle voyait cet homme qu'elle avait accueilli trempé, perdu, silencieux, devenir peu à peu le visage d'un réveil éthique dans un secteur rongé par les compromissions. Mais ce n'était pas cela qui la bouleversait le plus. C'étaient les moments où il parlait d'elle, pas directement, jamais nommée, mais à travers des phrases simples, lourdes de sens. J'ai compris certaines choses dans un endroit où je ne devais jamais me trouver. Une maison, une personne. J'y ai trouvé une vérité plus importante que n'importe quelle mission d'entreprise. Ces mots la touchaient plus que toutes les révélations. Un soir, alors qu'elle refermait l'ordinateur, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, une simple lettre manuscrite. « Camille, je ne t'écris pas pour te dire merci parce que ce mot est trop petit pour ce que tu as fait. Je t'écris parce que je ne veux pas que tu penses une seule seconde que ton sacrifice a été inutile. Tu as perdu ton poste pour quelqu'un que tu ne connaissais pas. Mais ce geste a donné du sens à ce que j'ai fait ensuite. Je sais que tu es en colère. Peut-être que tu ne veux plus entendre parler de moi.
Mais si un jour tu veux recommencer quelque chose, pas une fuite, mais une création, alors sache que je suis prêt. Pas pour sauver, mais pour construire. Avec toi. Elle relut la lettre plusieurs fois, le cœur lourd de quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé. Ce n'était ni de l'amour, ni de l'attachement. C'était une reconnaissance d'égal à égal, une confiance née dans le chaos. Les semaines passèrent. Julien poursuivait ses démarches judiciaires. Il rencontrait des associations, des ONG, des collectifs. Il ne cherchait plus à redorer son image, mais à redéfinir sa place. Il ne portait plus de costume. Il parlait moins de technologie et plus de terrain, de solidarité et de réparation. Un jour, un journaliste du quotidien régional vint frapper à la porte de Camille. Il voulait des détails sur les jours de la tempête, sur l'homme mystérieux. Elle ferma la porte avec calme sans répondre. Ce chapitre-là n'appartenait qu'à eux. Plus tard, alors qu'elle servait des cafés dans un bistrot modeste où elle avait accepté un emploi temporaire, un client l'a reconnue. « Vous n'êtes pas celle qui aidait dans les centres sociaux. Je vous ai vu dans une émission. Il disait que vous aviez hébergé un homme recherché. Vous êtes une sorte de héroïne, non ?» Camille sourit doucement. « Non, j'ai juste ouvert une porte. C'est lui qui a choisi de la franchir. » Et ce fut tout. Mais au fond d'elle, elle savait qu'une autre porte allait s'ouvrir bientôt. Et cette fois, elle ne serait pas seule pour la franchir. Le retour de Julien à Paris fut à la fois discret et tonitruant. Discret parce qu'il s'était volontairement soustrait au circuit classique de communication, refusant toute médiatisation prématurée. Tonitruant parce que dès sa première apparition dans les locaux de Greencore, accompagné de ses avocats et de représentants légaux, les fondations même de l'entreprise avaient tremblé. Les salariés, pour la plupart, n'étaient au courant que des rumeurs circulant depuis des semaines. Mais voir Julien Gauthier pénétrer dans l'immeuble, qu'il avait fondé, le visage marqué mais résolu, déclencha une vague d'agitation. Certains baissèrent les yeux. D'autres le saluèrent timidement. Quelques-uns détournèrent carrément le regard. Julien n'était pas là pour faire un discours. Il demanda une réunion immédiate du conseil d'administration. On tenta de l'en dissuader. Il insista. Il savait qu'il ne pouvait plus se permettre de temporiser. Il avait passé trop de temps à se taire. Les jours suivants furent rythmés par des réunions à huis clos, des confrontations tendues, des échanges d'avocats, des menaces à peine voilées. Thomas Belland, son ancien associé, ne se montra pas immédiatement. Il fit tout pour temporiser, feintant la maladie, s'abritant derrière des absences stratégiques. Mais Julien savait jouer ce jeu. Il en connaissait les codes, les ruses, les délais. Il profita de cette période pour préparer minutieusement son exposé. Il contacta d'anciens employés poussés à la démission, récupéra des courriels, des preuves de paiement détournées, des fichiers comptables maquillés. Il composa une cartographie complète des réseaux de corruption mis en place sous couvert d'investissements verts. Tout cela, il le fit sans haine apparente, mais avec une détermination implacable. Dans le même temps, il donna peu de nouvelles à Camille, non par oubli, mais parce qu'il savait qu'il devait d'abord affronter seul ce qu'il avait laissé s'écrouler. Toutefois, chaque soir, il lui écrivait quelques lignes. Pas des rapports, pas des déclarations, mais des pensées, des souvenirs fugaces, des phrases simples qu'il n'envoyait pas mais gardait pour elle. Camille, de son côté, reprenait doucement goût à la routine, bien que transformée. Elle continuait à travailler au café du village, discutant avec les habitués, observant les saisons tourner. Mais une part d'elle restait suspendue à l'image de Julien affrontant l'univers qu'il avait contribué à créer et à corrompre. Ce n'était plus de la peur qu'elle ressentait, ni de la fascination. C'était une forme d'admiration silencieuse, mêlée à une attente qu'elle n'osait pas encore appeler espoir. Un matin, alors qu'elle servait un client, une collègue alluma la télévision accrochée dans un coin du bistrot. Une émission d'actualité diffusait en direct une conférence de presse tenue par le ministère de la Transition écologique. En arrière-plan, à la droite du ministre, se tenait Julien. Il ne parlait pas, il écoutait. « C'est pas celui qui a disparu, là ?» demanda le client. Camille hocha doucement la tête, sans dire un mot. Dans cette conférence, le gouvernement annonçait une réforme de l'attribution des subventions environnementales, fondée sur les révélations faites par Julien Gauthier et son équipe. Des procédures judiciaires étaient ouvertes, des mandats d'arrêt émis et une réévaluation complète des partenaires industriels était en cours. Ce soir-là, Camille reçut enfin un appel. Une voix calme, grave, fatiguée.
C'est terminé, dit Julien. Du moins, cette partie. Belint est officiellement inculpé. Je ne reprendrai pas Greencore, je ne peux pas. Mais j'ai gardé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle entreprise. Quoi donc? Demanda-t-elle, la voix plus émue qu'elle ne voulait. L'admettre. Une certitude. Que ce n'est pas en haut qu'on change les choses. C'est en bas. Là où tu vis, là où tu travailles. Là où les gens n'ont pas de vitres teintées pour se protéger. Il y eut un silence, puis il ajouta « Je vais revenir. Pas pour fuir cette fois, pour bâtir. Et si tu es toujours d'accord, je veux le faire avec toi. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le village par la fenêtre, la lumière douce d'un printemps qui s'annonçait. « Je t'attendrai, dit-elle finalement. » Elle raccrocha, le cœur battant, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit que l'histoire n'était pas en train de s'achever, mais de commencer. Le printemps avait définitivement conquis Saint-Romain-le-Vieux. Les arbres en fleurs bordèrent les ruelles, les terrasses reprenaient une vie, et les conversations au marché retrouvaient leur légèreté habituelle. Camille, désormais bien ancrée, dans son poste au petit café du centre, s'était fondue dans cette nouvelle routine. Chaque jour, elle servait les mêmes visages familiers, échangeait des nouvelles locales, riait doucement des ragots de comptoir. Mais derrière ce calme retrouvé, une attente persistait. Julien n'avait pas donné de date. Il avait promis de revenir, mais sans fixer de moment. Il laissait le temps faire son œuvre, comme s'il savait que précipiter les choses pouvait les déformer. Camille ne lui en voulait pas. Elle respectait ce rythme lent, presque pudique, qui semblait désormais guider leur vie. Ce fut un mardi en fin de matinée, alors qu'elle nettoyait les tables extérieures, que cela arriva. Une voiture noire, discrète mais manifestement luxueuse, se gara en face du café. Pas le genre tape à l'œil, mais plutôt celui qu'on reconnaît au détail. La carrosserie impeccable, les vitres légèrement teintées, le silence parfait du moteur électrique à l'arrêt. Camille sentit son souffle se suspendre. Elle se redressa lentement, un torchon encore à la main, incapable de détourner les yeux. La portière s'ouvrit. Julien en sortit. Il avait changé. Pas dans l'apparence. Il portait des vêtements. Simples, une veste claire, des chaussures en cuir souple, mais dans l'attitude. Il semblait plus léger, débarrassé de cette tension constante qui l'habitait autrefois. Il traversa la rue à pas mesurés, s'arrêta devant elle et sourit. « Tu m'avais dit que tu serais là, et tu m'as dit que tu reviendrais. » Ils restèrent un instant à se regarder sans autre mot. Puis Camille rompit le silence, d'une voix douce, presque rieuse. « Tu sais que tu vas attirer tous les regards du village avec cette voiture ? Elle ne reste pas. Je l'ai empruntée pour le trajet. Après ça, je redeviens piéton. » Elle l'invita à s'asseoir à une table. Elle lui apporta un café comme si c'était un jour comme les autres. Mais à l'intérieur, tout en elle bouillonnait. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, le redoutant autant qu'elle l'espérait. Et maintenant qu'il était là, elle se sentait étrangement calme. « Alors, c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle. « Pour Greencore, oui. Ils ont nommé un administrateur provisoire. L'entreprise survivra, mais sans moi. Et c'est très bien ainsi. J'ai laissé derrière moi tout ce qui n'avait plus de sens. Et maintenant ?» Julien prit une gorgée de café, puis sortit de sa poche un petit carnet relié de cuir. Il le posa sur la table entre eux. « Maintenant, je veux créer quelque chose de neuf. Une fondation. Pas une vitrine, pas un geste de communication. Une structure réelle, agile, humaine. Pour intervenir là où les catastrophes naturelles frappent, là où les infrastructures ne suffisent plus, là où les gens n'ont que des bénévoles pour survivre. Je veux utiliser ce que je sais, ce que j'ai appris, mais surtout, je veux le faire avec des gens comme toi. » Camille ouvrit le carnet. À l'intérieur, des croquis, des noms, des cartes, des idées. Tout un projet embryonnaire, mais déjà très structuré. « Tu as pensé à tout. » « Non, juste à ce que je pouvais. Le reste, j'ai besoin de toi pour le construire. » Elle referma doucement le carnet, le regard toujours fixé sur lui. « Tu veux que je parte d'ici ? Je veux que tu viennes si tu le souhaites. Pas pour me suivre, pour co-diriger, pour transformer. » Le soleil jouait entre les feuilles des platanes, dessinant des ombres mouvantes sur la table. Camille resta silencieuse un moment. Elle pensait à sa maison, à sa vie paisible, à ce café qui lui avait offert une échappatoire, mais aussi à tout ce qu'elle avait ressenti depuis cette nuit de tempête. Elle savait que ce choix ne concernait pas seulement Julien. Il s'agissait d'elle, de ce qu'elle voulait laisser derrière et de ce qu'elle voulait bâtir. « Donne-moi quelques jours, dit-elle enfin, pour réfléchir.
Julien hocha la tête. Prends le temps qu'il faut. Je suis là. Et cette fois, je ne repars pas. Elle sourit sincèrement. Il n'y avait plus de fuite, plus de peur, juste une page blanche à remplir à deux. Les jours qui suivirent l'arrivée de Julien à Saint-Romain-le-Vieux furent marqués par une tranquillité étrange, presque irréelle. Il ne se pressait pas. Il n'insistait pas. Il s'installait lentement dans le rythme du village, observait, marchait, échangeait quelques mots avec les habitants. Il ne parlait que peu de son projet, à qui que ce soit. Il attendait Camille. Elle, de son côté, poursuivait son travail au café, mais l'esprit ailleurs. Elle repassait les pages du carnet qu'il lui avait laissé, relisait ses notes, comparait ses croquis à ce qu'elle connaissait du terrain, des réalités sociales qu'elle avait côtoyées pendant des années. Ce n'était pas un rêve creux. C'était un projet viable, sérieux, structuré. Mais cela restait un saut dans l'inconnu. Une semaine plus tard, ils se retrouvèrent sur un banc au bord de la rivière qui traversait le village. Le courant était calme, les berges couvertes d'herbes hautes, et le silence du lieu rappelait celui des débuts, lors de cette première nuit où elle l'avait recueilli. « J'ai réfléchi », dit-elle en regardant l'eau, sans tourner, la tête vers lui. Julien attendit, patient. « Ce que tu proposes, ce n'est pas juste un emploi, c'est une autre vie. C'est tout reprendre à zéro. Et moi, j'ai peur. Je sais. J'ai peur de quitter ce que je connais, même si c'est peu. J'ai peur de me tromper, de tout reconstruire sur une base fragile. Mais j'ai encore plus peur de rester ici à regretter de ne pas avoir essayé. » Julien prit une profonde inspiration, les mains jointes entre ses genoux. « Je ne te demanderai jamais de me suivre. Ce n'est pas une mission pour moi. C'est une réinvention. Je veux créer quelque chose qui ait du sens, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Et je sais que je ne peux pas le faire seul, pas si je veux que ça tienne. » Elle hocha la tête, les yeux humides, sans tristesse. Une émotion brute, honnête. « Alors je viens. Pas pour toi. Pour moi aussi. Parce que je ne veux plus rester, figé dans ce qui me rassure. Je veux agir, contribuer à quelque chose de réel. Et parce que je crois que nous avons commencé cette histoire dans le chaos, mais qu'elle mérite une suite construite sur le choix. » Julien se tourna enfin vers elle, un sourire apaisé aux lèvres. « Alors on commence quand tu veux. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler logistique. La première étape serait une fondation basée dans la région lyonnaise, avec une équipe réduite mais expérimentée. Camille serait cofondatrice, avec un rôle de direction sur les actions sociales et communautaires. Julien s'occuperait des partenariats, des financements et de l'architecture stratégique. Ils décidèrent de lancer un programme pilote dans une zone récemment touchée par des inondations dans le sud-ouest de la France. Un partenariat avec une association locale permettrait de tester leur méthodologie. Soutien psychologique, reconstruction légère, coordination d'aide, mobilisation de ressources technologiques, drones, analyse de données hydriques, outils de prévention. Un mélange unique d'approches humaines et d'innovation. Camille, bien que novice dans la gestion de structures à grande échelle, se sentait prête. Elle savait que ce qu'elle ne connaissait pas, elle l'apprendrait. Et ce qu'elle savait, Julien ne l'avait jamais approché. Leur complémentarité était réelle, évidente, naturelle. Les semaines suivantes furent intenses. Réunions, contacts, paperasse administrative, rédaction de statuts, enregistrements légaux. Ils travaillaient dans la vieille maison de Camille, qu'ils transformèrent peu à peu en un bureau improvisé. Une table de salle à manger devint leur quartier général. Les murs se couvraient de cartes, de post-it, de graphiques. Mais au-delà du travail, un autre lien se tissait, un lien plus fort, plus intime, pas précipité, pas consommé, juste une présence de plus en plus indissociable. Ils partageaient les silences, les décisions, les doutes. Le respect mutuel devenait tendresse, puis confiance, puis évidence. Un soir, alors qu'il relisait un dossier pour un appel à projets européens, Camille leva les yeux vers lui. « Et si ça ne marche pas ?» Julien lui prit doucement la main sans lâcher le regard. « Alors on recommencera, différemment, mais ensemble. » Elle sourit, et ce fut suffisant. Un an s'était écoulé depuis cette nuit de tempête qui avait tout déclenché. Le village de Saint-Romain-le-Vieux avait retrouvé son calme habituel, mais la maison de Camille n'était plus tout à fait la même. Transformée en siège temporaire de la fondation, elle accueillait chaque semaine des réunions, des appels visio, des visites de partenaires venus de tout le pays.
La fondation qu'ils avaient de fonder ensemble portait un nom simple, Source. Elle n'était pas née dans les salons dorés des ministères ou les étages supérieurs des sièges d'entreprise, mais dans une cuisine modeste, entre une assistante sociale licenciée et un ancien PDG en disgrâce. Et pourtant, en 12 mois, elle avait déployé 3 missions d'intervention sur le terrain, lever des fonds, former des volontaires et surtout changer des vies. Camille dirigeait les opérations avec un naturel déconcertant. Elle parlait au maire, organisait des réseaux d'entraide, formait les équipes d'écoute sur les lieux sinistrés. Julien, fidèle à sa parole, restait en retrait du devant de la scène. Il gérait les aspects financiers, techniques, juridiques, sans chercher à reprendre une place de leader visible. Il savait que le cœur du projet, c'était Camille. Leur complicité s'était transformée en quelque chose de solide, d'ancré, mais sans jamais prendre le devant de la scène. Ils partageaient le quotidien, les nuits de doute, les matins de victoire. Ils n'avaient jamais mis de mots définitifs sur leur relation. Il n'y en avait pas besoin. Elle existait dans chaque regard, chaque geste, chaque silence habité. Un jour de juin, ils se rendirent ensemble dans une petite commune des Cévennes, touchée récemment par un glissement de terrain. La fondation y installait un centre temporaire d'écoute et de soutien. Lorsqu'ils arrivèrent, un groupe d'enfants jouait près de l'école, transformée en abri. L'un d'eux reconnut Camille, l'appela par son prénom, courut vers elle. Julien observa la scène de loin, un sourire discret sur le visage. Il aimait la voir ainsi, dans son élément, ancré, aimé, respecté. Il savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans elle, sans son courage, sans son choix. À la fin de la journée, ils s'assirent près d'une rivière semblable à celle du village, le courant paisible glissant entre les pierres. Le soleil déclinait, jetant des reflets d'or sur l'eau. Julien brisa le silence. « Tu te souviens de cette première nuit ?» Camille sourit, sans le regarder. « Comment oublier ? Je me suis demandé pendant des semaines si j'étais folle d'avoir ouvert ma porte. Tu ne l'étais pas, tu étais juste en avance sur moi. » Elle se tourna enfin vers lui. « Et maintenant, on est à la même vitesse ?»« Non. Maintenant, on trace ensemble la direction. » Il sortit de sa poche une petite boîte sans rien dire. À l'intérieur, un pendentif en forme de goutte d'eau sculpté dans du bois flotté poli. Aucun bijou précieux, juste un symbole. Pas une bague, pas une promesse, juste un rappel que tout ce qui semblait perdu peut redevenir source. Camille accepta le pendentif sans un mot, les yeux brillants. Elle le passa autour de son cou, puis posa sa tête contre l'épaule de Julien. « On va continuer longtemps, tu crois ? Aussi longtemps que l'eau trouvera son chemin. » Et dans cette simplicité, tout était dit. Ils restèrent là longtemps à écouter le murmure du courant. Ils savaient que d'autres tempêtes viendraient, que d'autres luttes les attendraient. Mais ils n'avaient plus peur. Ils avaient trouvé l'essentiel, un lieu, un sens, une alliance. Là où tout avait commencé par une inondation, ils avaient bâti une digue invisible mais indestructible, faite de confiance, de résilience et d'un amour sans artifice.